Bonjour à toutes et à tous. J'espère que, désolée pour ce petit retard, petit sujet technique. On est ravis de vous parler aujourd'hui des soft skills avec Maxime, qui est avec moi. Je ne sais pas si tu nous entends, Maxime. Si, je Euh, t'entends très bien. Peut-être tu veux commencer, te présenter. Je peux te laisser te présenter, ensuite j'enchaîne si ça te va. Ok, très bien. Donc, j'espère que vous nous entendrez bien, que vous, voilà, parce que petit sujet de connexion. Mais donc, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, moi, je m'appelle Mathilde Lecause. Je suis DRH du cabinet Mazars pour la France. Et donc, aujourd'hui, ravie d'être aux côtés de Maxime pour parler des soft skills et aussi l'appréhension de ce sujet-là, notamment dans les processus de recrutement. Mais on y reviendra. Je te laisse la parole. Merci beaucoup Mathilde. Et moi du coup, je suis Maxime Legardet. Je tiens tout d'abord à m'excuser si on a un petit peu de retard, c'est à cause de moi. On est avec toute notre équipe en Provence et on revient juste d'une ascension dans les montagnes à vélo. Ce qui explique un petit peu la connexion qui n'est pas top. En tout cas, je suis ravi d'être là aujourd'hui et je vous remercie à toutes et tous de prendre sur votre temps précieux en journée pour échanger avec nous sur un sujet qui est quand même crucial aujourd'hui dans le recrutement. Et moi, quelques mots sur moi, je m'appelle Maxime Legardet, je suis le fondateur et un des associés de Maki People, une entreprise qui a vu le jour il y a un peu plus de 6 mois qui a pour vocation d'aider les entreprises à recruter d'une manière beaucoup plus simple, beaucoup plus efficiente et beaucoup plus objective et juste. Et on a mis en place aujourd'hui une librairie de plus de 200 tests créés par des experts de tous horizons qui vont représenter des tests de personnalité, d'habilité cognitive, de langue, d'outils, de compétences métiers sur des métiers comme la vente, le service client, l'informatique, etc. Et on est là. Et comme le disait, on va pouvoir échanger avec vous, vous présenter quelques slides qu'on a peaufinés ensemble et surtout interagir et prendre toutes vos questions pour que ce soit une discussion vivante. N'hésitez pas, alors je suis désolée Maxime, parfois on perd un peu, on tape pas, moi je t'ai pas en image, je ne sais pas si l'audience, enfin si vous à distance vous l'avez, mais je pense que tu vas revenir. Et surtout, vous avez vu, il y a un espace pour poser des questions. Donc n'hésitez surtout pas, si on n'est pas clair, à le mettre dans le chat, je vais le surveiller, je vais le lire en parallèle. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y reviendra à la fin, on a prévu un petit temps questions-réponses. Voilà. Du coup, on peut peut-être commencer, Maxime, si toi tu voulais lancer la présentation. Je présente ou tu présentes du coup? Voilà, ça y est, Ah, c'est je bon. l'ai. Voilà. Donc je te laisse l'introduction et comme ça, moi je m'occupe. Pardon, on fait les choses en même temps. Moi, je vais regarder aussi les questions en parallèle. Ok, alors si on avance le slide d'après, c'était le slide de présentation de Mathilde et moi. Si on avance encore celui d'après, les soft skills, alors on en parle, on peut rester là-dessus très bien. Alors, il y a une citation que j'aime beaucoup d'un professeur de management d'Harvard qui dit les soft skills are the hard skills, et on se rend compte de plus en plus dans notre monde, qu'en fait, les soft skills sont clés dans le processus de recrutement, dans la vie en entreprise. Il y a deux chiffres qui sont assez marquants. Un chiffre de Stanford, 75% de la réussite d'un employé provient de ses soft skills, 25% de ses skills techniques. Un deuxième chiffre qui nous vient tout droit de LinkedIn, 89% des recruteurs affirment que lorsqu'une embauche n'aboutit pas, cela est généralement lié à un manque de soft skills. Donc, on voit que les soft skills sont quand même centrales dans le processus de recrutement. Les skills aussi qu'on appelle les hard skills se font de plus en plus obsolètes. Il y a quelques années, on parlait d'hard skills qui pouvaient durer jusqu'à 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, la moyenne de vie d'un hard skill, ça va être entre 1 et 2 ans. Et on le voit très simplement, si on prend par exemple les métiers du numérique, bien chaque année, on voit des nouvelles compétences qui se créent, des nouveaux langages informatiques qui se créent, et ça va ne faire que s'accélérer dans un monde où on va avoir de la robotisation, de l'intelligence artificielle, de la blockchain qui vont arriver, où on va avoir une obsolescence de plus en plus forte des hard skills et une importance qui restera extrêmement importante sur la partie
soft skills. C'est vrai que moi, si je pouvais partager du coup casquette opérationnelle RH, alors c'est vrai que moi j'interviens dans un métier où par définition c'est plutôt les soft skills qu'on recherche au recrutement puisqu'on est sur un métier, l'audit financier qui est le métier cœur chez nous, donc qui est du commissariat aux comptes, il faut savoir. En fait, c'est rarement un métier qu'on apprend à l'école. Donc en fait, on sait qu'on va former en fait nos jeunes collaborateurs à ce métier-là. Donc, et en général, on recrute même des ingénieurs qui n'ont jamais fait de comptabilité et de finance de leur vie. Et pour autant, ça va être la matière première qu'ils vont traiter. Donc, on voit bien que ce n'est pas tant des connaissances, mais davantage à savoir-être et des soft skills qu'on recherche aujourd'hui dans le profil de nos collaborateurs. Après, ce que je trouve intéressant, c'est quand même qu'à la lumière de la crise, on a vu aussi que ces soft skills, elles étaient primordiales. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans vos organisations. Si je prends le sujet de la communication, la capacité à s'adapter justement à naviguer dans un environnement mouvant. Enfin, on a bien vu que voilà, ce qui questionnait beaucoup les collaborateurs et ce qui faisait que des équipes avaient pu être performantes, résilientes et ont pu dépasser la crise, quand même reposait aussi beaucoup sur les soft skills des collaborateurs. Et du coup, voilà, comment nous aussi, en tout cas moi de mon point de vue personnel, renforcer cette recherche-là, cette évaluation beaucoup plus pertinente lors du recrutement, puisque avec les années, et on le sait, les enjeux de transformation et puis les crises qui vont amener à se répéter, on le sait, c'est un véritable enjeu pour nos entreprises. Je passe. Si on continue. Donc, alors, attends, je passe parce que je ne sais pas pourquoi ça ne marche plus. Voilà, c'est bon. Alors là, on a simplement listé en fait quelques soft skills juste parce que souvent on voit aussi que c'est un peu un mot fourre-tout et on ne sait pas trop quoi mettre derrière. On va avoir des compétences de leadership, de travail en équipe, des compétences de communication et d'empathie auxquelles on a vu qu'elles étaient de plus en plus importantes, surtout dans les derniers mois. La capacité à s'adapter, à être flexible, à régler des problèmes, à gérer son temps, à être positif dans l'organisation, à écouter, qui sont, et je le vois aussi sur leur chat, dans la période Covid, des choses qui ont été aussi mises à l'épreuve et qui ont vu leur importance augmenter. Et je pense que c'est des choses, en fait, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, qui sont quand même difficiles à percevoir. On a beaucoup l'habitude dans nos sociétés de recruter avec des CV. Nous, on a créé Makip parce qu'on pense que le CV n'est plus adapté. Le CV, c'est déjà extrêmement subjectif. Scientifiquement, on se repose sur un nom d'école ou une appréciation, mais ça va être extrêmement difficile de savoir en lisant un CV si une personne va être positive, va pouvoir s'adapter à son environnement de travail et va savoir collaborer d'une manière très bien en équipe. Donc, c'est là où c'est important, mais en même temps, on n'a pas forcément les bons outils, la bonne méthode pour les déceler. Et ça, je te rejoins. C'est vrai que, alors déjà, c'est peut-être, j'ose le dire, mais moi, souvent, je crois que je me trompe quand j'utilise des mots. Est-ce que c'est une soft skills ou est-ce que c'est pas plutôt un trait de personnalité? C'est vrai que je trouve que déjà, c'est intéressant de se poser la question d'un référentiel commun. Je sais que l'AFNOR aussi, on est plusieurs à travailler sur un référentiel commun c'est quoi les soft skills, quelles sont-elles, qu'est-ce qu'on met vraiment derrière, parce que on ne sait pas toujours, on sait que c'est peut-être pas les connaissances, les pures connaissances, mais après, effectivement, donner un exemple de est-ce qu'on peut être empathique, l'empathie, est-ce que c'est vraiment une soft skill ou plutôt un trait de personnalité, et on peut être empathique et pour autant peut-être pas savoir utiliser cette compétence-là, ou en tout cas ce trait-là dans la gestion d'équipe. Donc c'est vrai que souvent on mélange, et je trouve qu'après, on va parler, je sais, juste après, de comment les évaluer et surtout de manière plus objective. Ce que je constate, c'est que c'est très compliqué d'évaluer les soft skills. Déjà parce qu'on a tous des biais en tant que recruteur, hommes-femmes, ça je le constate, et qu'aujourd'hui, pendant très longtemps, c'était quand même un certain nombre de… peut-être je dirais, les choix au recrutement reposaient davantage sur plutôt des connaissances, à une époque où en fait, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas cette démocratisation de connaissances, et c'est vrai que certains diplômes, certaines formations, quelque part labellisaient un niveau de connaissance que le candidat allait avoir. Mais aujourd'hui, on voit bien que ça, c'est beaucoup plus obsolète, et que du coup, ce qui va faire la différence d'un candidat à un autre, c'est vraiment ses soft skills et comment on équipe
On outille aussi les recruteurs pour ne pas justement tomber dans leur propre biais. Et on va le voir, et effectivement, est-ce que la technologie peut nous aider? Est-ce que justement des tests qui viennent évaluer un certain nombre de choses peuvent nous aider? Ce qui est sûr, c'est que je pense que juste un recruteur, on peut aussi avoir nos propres biais et avoir vraiment de la subjectivité dans la manière d'évaluer des soft skills, parce que chacun va avoir aussi des personnalités différentes, des jugements différents. Autant les résultats d'un test où il faut répondre X bonnes réponses, ça paraît facile à quantifier, mais c'est vrai que la capacité à travailler en équipe, selon ma sensibilité par rapport à notre recruteur, est-ce qu'on va mettre exactement les mêmes choses derrière, le même niveau aussi d'exigence, peut-être que moi, je vais en attendre beaucoup et un autre recruteur moins. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai déficit. Moi, à titre très perso, j'ose le dire, je trouve ça extrêmement compliqué à évaluer de façon objective en entretien. Du coup, j'ai envie de dire, comment on fait, Maxime, pour évaluer les soft skills aujourd'hui? Alors, comment on fait? Alors, et tu l'as un peu dit, mais aujourd'hui, on va donner des pistes, des choses qui peuvent être d'utiliser de manière à évaluer les soft skills. Maintenant, c'est intéressant. Il y a une étude, on a pu mettre le slide, qui est l'étude aux États-Unis qui fait le plus foi sur ce qu'on utilise lors du processus de recrutement et la corrélation de performance avec le candidat une fois qu'il a rejoint l'entreprise. Et on se rend compte que juste utiliser, si vous voulez, un entretien déstructuré, c'est-à-dire une discussion entre un recruteur et un candidat, ou juste regarder le CV, on va être à 0,13 sur 1 de la performance pour recruter quelqu'un, que se fier à ça. Donc, c'est un peu dans le sens où la subjectivité, le biais inhérent au processus de recrutement. Donc, aujourd'hui, on donne uniquement je tiens vraiment à apprécier des choses qui forcément auront une corrélation. Le premier point, on peut utiliser la technologie en support de recrutement. La technologie, ça a aussi du bon et surtout si elle est bien adaptée. Mais on peut utiliser des outils qui permettent de mesurer les soft skills des candidats à travers plusieurs choses. Nous, aujourd'hui, par exemple, Maki, on travaille avec des Columbia et Harvard pour créer plusieurs types de tests de personnalité et d'habilité cognitive qui vont nous permettre de déceler si un candidat va avoir une bonne capacité à s'adapter, si un candidat va être bon pour décider et exécuter ses décisions, si un candidat va savoir collaborer en équipe, s'il va être plus introverti ou extraverti, si jamais il doit être commercial dans les métiers de la vente. Donc en fait, il y a des tests aujourd'hui sur le marché qui en fournit, mais d'autres entreprises le font également, qui sont extrêmement intéressants en soutien et en complément de vos entretiens d'être utilisés. En plus de tous ces tests-là, les entretiens, et ça on le verra dans un des points d'après, il faut absolument qu'ils soient structurés pour tenter aussi de minimiser tout ce qui va être bien conscient et subjectivité. Donc les mises en situation vont être extrêmement aussi cruciales quand on va échanger en entretien pour voir comment le candidat se comporterait dans une situation donnée de votre entreprise. C'est là que vous allez pouvoir avoir une grille de lecture aussi sur une grande partie de ces soft skills. Donc la technologie aujourd'hui, elle apporte énormément, notamment sur des tests d'habilité cognitive, des tests de personnalité, des outils qui vous permettent de mieux conduire des entretiens structurés. Nous aujourd'hui, par exemple, chez Maki, en plus de tous ces tests-là, on permet de dire, si jamais vous voulez recruter quelqu'un qui va être dans une équipe commerciale et qui va avoir de l'empathie, voici les questions qu'on vous conseille de poser et voici la grille de lecture qu'on vous donne pour pouvoir appréhender sa capacité à s'adapter ou à travailler en équipe. Voilà. C'est un point de départ. Ouais, non, mais et si je peux témoigner, alors il se trouve que chez Mazars, on en fait. Alors nous, aujourd'hui, on recrute plutôt des jeunes diplômés de certaines écoles et à titre de façon très transparente, ça me désole aujourd'hui de devoir accorder encore une aussi grande importance au diplôme, parce qu'on va se le dire, c'est pas aussi comme ça qu'on traite l'égalité des chances d'un point de vue employeur. Mais malheureusement aujourd'hui, enfin,
avant qu'on ait ces technologies, c'était quand même une façon assez rassurante pour les recruteurs de se dire je fais moins de bêtises, un diplôme, ça rassure, parce qu'on sait qu'ils ont fait cette sélectivité en amont, avec les biais aussi qu'il y a. C'est pour ça que c'est un problème aujourd'hui, notamment sur la diversité des profils, mais qu'en termes de sélectivité des tests, on se dit que statistiquement, quand même, on ne prenait pas trop de risques à embaucher des gens d'un certain diplôme. Maintenant, aujourd'hui, je vois vraiment la technologie comme un outil qui peut vraiment nous aider à dépasser ça, pour pouvoir justement, dans l'ensemble des candidats, évaluer sur ce qu'ils ont. Et je pense que les soft skills, ce qui est intéressant, alors, attention, c'est pas que l'inné. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'apprennent aussi. Donc voilà, il faut. Mais est-ce que c'est forcément un diplôme qui nous les a permis d'acquérir ou c'est pas des expériences de vie? Donc je crois beaucoup que, on va dire, attacher son recrutement sur des soft skills permet de donner la chance à un plus grand nombre, ça j'en suis convaincue, mais encore faut-il effectivement savoir les détecter et les évaluer. Et aujourd'hui, si je vous donne juste l'exemple de Mazars, donc nous on recrute 1400 personnes par an, tout statut confondu, on a 70 000 candidatures. On me dit, ça va, vous n'avez pas de problème de recrutement. Oh, mais moi, j'ai une toute petite équipe de recrutement. Comment je fais pour tester 70 000? Comment je fais pour checker les 70 000 candidatures et me dire que ceux que je vais vouloir rencontrer, j'ai fait le bon choix? Si justement, je veux ne pas tout mettre sur le poids du diplôme. Et c'est là où je vois vraiment, effectivement, comme disait Maxime, un enjeu fondamental dans la technologie, comme vraiment un aide à la décision. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que sur notre site, quand on postule à certaines offres, on va faire pas encore, très bientôt, ce sera avec Maki aussi, mais aujourd'hui on utilise aussi une autre solution, mais qui permet effectivement, via du jeu, de détecter certaines soft skills et qui en fait va dans notre ATS, donc dans notre outil de recrutement, nous faire remonter un petit warning, un petit pop-up en disant ces personnes-là sont à rencontrer en priorité, elles ont eu des bons résultats au test, indépendamment peut-être de leurs expériences de vie, de leur diplôme. Et donc ça, c'est vraiment un élément complémentaire pour nous indispensable parce que nous, côté recrutement, on l'a pas ça. Donc c'est vraiment un élément supplémentaire, vraiment une valeur complémentaire qui, en plus du CV, de la liste d'expérience, va dire cette personne-là, tu dois la rencontrer. Et je constate qu'on a des candidats beaucoup mieux qualifiés qu'on revoit ensuite, et pourtant avec des profils plus diversifiés, parce qu'on a eu cet élément qui nous a vraiment aidé à prendre de meilleures décisions dans le flux très important de données qu'on a à traiter. Tu veux prendre le point, Mathilde, ou j'y vais? Vas-y. Moi, j'aime bien compléter, j'apporte un opérationnel. Non, le point 2, la prise de référence, ce qui permet également d'obtenir des informations sur un candidat. Alors, elle aussi, il faut qu'elle soit extrêmement bien réalisée parce qu'elle est aussi subjecte à de la possible subjectivité de la part de la personne qui les donne. Mais quelqu'un qui a évolué dans un environnement, savoir demander à des gens qui l'ont entouré la liste de ses soft skills les plus importantes selon lui et les classer par ordre d'importance parce qu'on voit qu'il y en a énormément, ça peut permettre de donner également un indicateur. Je suis dans une équipe commerciale, je vais pouvoir aussi demander si jamais j'arrive à interagir avec les collègues ou l'entreprise d'avant, de savoir comment cette personne se comportait quand les targets de l'entreprise n'étaient pas forcément bonnes, comment cette personne se comportait dans un environnement extrêmement difficile ou un stressant, qui peut donner également une grille de lecture sur la façon d'être, le comportement d'une personne une fois qu'elle sera dans votre entreprise. Là-dessus, je n'ai pas forcément de complément. Effectivement, c'est la façon dont on structure aussi, je pense, et dont on mène aussi les entretiens. Effectivement, et ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de partager, c'est comment on implique le candidat, je vais dire déjà collaborateur et déjà recruté dans ma tête, le candidat dans la manière dont il voit aussi et il a conscience des soft skills attendus. Et je pense que c'est aussi intéressant pour se sentir en adéquation avec le poste quand on postule. Donc, c'est à la fois pour aider nous en tant que recruteurs et s'assurer que le candidat sera heureux aussi dans le poste si le process aboutit. Voilà, parce que ces soft skills sont en fait extrêmement aujourd'hui importantes. Et il faut aussi, je pense, prendre plaisir à les mettre en œuvre au quotidien dans son poste.
Alors ensuite, la troisième clé, c'est la priorisation des soft skills. Alors, pardon, parce que je ne sais pas si tu nous entends, Maxime, on t'a perdu 2 minutes, mais peut-être juste dans ce cas-là, si tu compléteras, si tu m'en veux pas, c'est peut-être moi, je trouve, le sujet le plus compliqué, en fait. Enfin, c'est un sujet, peut-être pas le plus compliqué, mais un sujet compliqué, c'est d'aider les opérationnels, quand on est recruteur ou RH, à spécifier les soft skills attendus pour le poste. Moi, j'entends souvent ah, il faut une tête bien faite. Mais ça veut dire quoi ça? Et concrètement, en termes de soft skills, qu'est-ce que je vais chercher à évaluer? Sur quel test je vais reposer voilà, mes recherches, etc. On se rend compte que justement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas toujours un référentiel commun, en tout cas des définitions claires aussi des soft skills, bah, on a aussi des difficultés à spécifier les soft skills attendus pour un poste. Or, si demain, on veut recruter par les soft skills en les évaluant, il faut aussi s'assurer de l'adéquation avec ce qui est recherché, puisqu'encore une fois, c'est plus tant des connaissances théoriques que voilà, on va dire aussi un savoir-être attendu. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'accompagnement à faire auprès des opérationnels, des futurs managers, sur la définition aussi, enfin sur l'identification des soft skills attendus pour le poste, pour être sûr qu'ensuite le recrutement soit pertinent. Et si je peux compléter, en fait, moi, je le vois avec beaucoup de nos clients. Il y a un gros travail sur les offres d'emploi. T'entends, on lit des offres d'emploi et on veut chercher un mouton à 5 pattes et qu'il ait du leadership, qu'il soit empathique, qu'il soit assis, etc., etc. Et je pense qu'il faut arriver à se dire, bah tiens, je vais avoir je sais pas moi, un métier de comptable ou analyste financier. Bon, bah, je veux que cette personne soit peut-être plus introvertie, qu'elle soit extrêmement rigoureuse, qu'elle soit analytique, et de se dire si jamais j'ai déjà mes 3-4 compétences soft hard skills identifiées, mon ça me les 200-300 personnes, arriver à avoir ces 10 personnes-là, c'est déjà un grand pas en avant. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat, mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai dessus, et notamment, voilà, est-ce qu'il en fait, recruter les soft skills ne défavorise pas certains candidats, mais on reviendra dessus. Et donc, pour finir, peut-être le quatrième point, Maxime, si tu parlais de la certification des soft skills, donc on l'a dit un petit peu, hein, c'est ce référentiel commun, mais au-delà peut-être de parler un langage commun, c'est aussi comment on les certifie, c'est-à-dire comment voilà, on les valide quelque part. Et comment on aide les Exactement. entreprises Oui, oui, ça c'est bon parce que c'est assez difficile. Nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on permet donc à l'utilisation de ces tests de soft skills ou de hard skills, comme j'expliquais, de pouvoir en fait avoir un module qui permet pour chacun de nos candidats qui postulent de savoir comment il va pouvoir être ou se comporter en entreprise. Et notre démarche, c'est vraiment de pouvoir aussi gamifier cette partie-là pour ancrer cette certification de soft skills dans la blockchain et d'en faire une certification au même titre qu'aujourd'hui, on peut passer son TOEIC, son TOEFL et son GMAT et avoir un score, entre guillemets, pour plusieurs années certifié. On devrait pouvoir être capable de pouvoir dire cette personne-là est empathique, cette personne-là sait travailler en équipe, cette personne-là va savoir régler des problèmes complexes. Et ça, et nous, c'est notre vocation de complètement remplacer le CV. Le CV, il a quand même été inventé par Léonard de Vinci, il a quand même du vécu. Le monde de demain, il faut le savoir, c'est que les gens qui ont 15 ans aujourd'hui feront en moyenne 17 métiers dans leur vie, dans 5 carrières différentes. Donc, et ça, c'est aujourd'hui, c'est le cas. Parce que ceux de 15 ans, c'est ceux qu'on recrute dans 4-5 ans. Donc, ça prouve vraiment qu'il va falloir vraiment pour pouvoir certifier ses compétences et prendre des décisions objectives. Et juste pour compléter, parce que je vois que certains le mettent dans le chat, se posent la question, notamment par un point qu'on a mentionné avant, qui était sur la prise de référence. C'est-à-dire, est-ce que les références sont-elles forcément objectives? Est-ce que c'est pas biaisé aussi de demander à d'autres individus, anciens employeurs, anciens managers? Et je pense que, alors oui, toute référence peut être aussi biaisé, ou en tout cas parti pris. Et il faut pas le prendre non plus pour argent comptant. Est-ce que les équipes s'entendaient bien? Il y a une bonne relation? Dans quel contexte la personne a quitté son précédent emploi, etc. Ça reste un élément
qui acceptent de partager le candidat ou pas, hein, de toute façon, puisque voilà. Mais c'est pour ça que je trouve intéressant que la certification des soft skills apporte un autre élément, parce que justement dans ce domaine-là, c'est comment, encore une fois, on objective cette évaluation et comment on s'y retrouve aussi dans la batterie aujourd'hui de tests qu'il existe, où honnêtement, voilà, on est vite perdu aussi en tant que professionnel RH. Je veux dire, mais quel test il faut utiliser? Alors voilà, on parlait du TOEIC, du GMAT, donc ça, à la limite, ils sont assez connus et puis parlants. Et puis, bon, bah, on est sur des questions. Mais après, sur d'autres compétences, la créativité, le travail en équipe, moi, j'avoue, voilà, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Et donc aussi avoir une certification via, voilà. Un référentiel commun qui pourrait aussi s'appuyer sur un référencement de tests qui permettrait de dire, bah voilà, pour telle ou telle compétence, voici le test le plus adapté pour pouvoir objectiver cette soft skill. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui sera d'une grande aide pour les professionnels RH pour du coup aussi gagner du temps et moins naviguer à vue, on va dire, dans cet océan de tests, labels et autres. Si je peux prendre juste quelques minutes sur une question également sur à partir de quoi ont été faits les tests sur les soft skills. Nous, en fait, alors moi, c'était pas mon métier. Moi, je suis entrepreneur et j'ai monté plein d'entreprises, mais je viens pas du monde du recrutement. En revanche, on s'est entouré de psychométriciens et de psychologues dans les grandes universités américaines. On travaille avec Adrian Fournam, par exemple, qui a écrit plus de 300 livres sur les sciences cognitives, avec Thomas Chamorro, qui est le directeur innovation monde de Manpower et professeur à Columbia. On vient de recruter dans notre équipe, nous, Aidan Lowe, qui dirigeait le centre de R&D de psychométrie de l'Université de Cambridge, qui fait référence en Europe, pour faire une liste de tests d'habilité cognitive et de personnalité qui soit extrêmement complet. On les a fait aussi travailler ensemble, et ça c'est intéressant, sur des nouveaux soft skills, parce que vous l'avez mentionné aussi dans le chat, depuis la période Covid aussi, on insiste beaucoup plus sur l'empathie en entreprise, sur la façon de s'adapter à des situations de crise, etc. Donc on les a fait aussi plancher ensemble sur des nouveaux soft skills à évaluer. Et en plus, nous, ce qu'on fait, et c'est le grand pari des prochains mois, c'est qu'on les fait travailler avec des experts de la gamification et du jeu vidéo. Donc, en fait, le beau challenge qu'on a, c'est de prendre un chercheur en psychométrie de Cambridge et de travailler avec un ingénieur de jeux vidéo de chez Ubisoft pour s'assurer qu'on ait quelque chose extrêmement fiable d'un point de vue scientifique ou le plus fiable possible, parce qu'on n'arrivera jamais à une corrélation de performance, et d'avoir une expérience candidat qui est fun et cool. Et nous, une de nos missions chez Maki, c'est qu'on crée cet outil-là pour les DRH, mais on veut absolument que ce soit un candidat qui vienne booster, une expérience qui vienne booster la marque employeur et l'expérience candidat. Donc, en fait, le candidat va pouvoir accéder à tous ces tests sur ordi et sur mobile. Ils vont être courts, ludiques, avec des éléments de marque employeur intercalés, parce qu'en fait, tout ce qu'on dit là aujourd'hui, c'est important, mais on est aussi dans un monde où les candidats, ils vont plus passer 1h15 à plancher, à répondre à des tests psychotechniques comme ça pouvait être le cas il y a 40 ans. Aujourd'hui, on doit quand même s'adapter à un monde où on a des candidats qui passent leur temps sur TikTok, Snapchat et qui commandent tout en 3 clics. Rejoindre l'entreprise de ses rêves, certes, oui, ça doit demander du temps parce que c'est quelque chose de sérieux, mais on doit aussi mettre un point d'honneur à avoir une expérience candidat qui est extrêmement intéressante. Peut-être juste avant qu'on parle des perspectives aussi et de comment on pourrait voir les soft skills dans le futur, il y a juste une question, parce que je trouve que c'est lié à ce qu'on s'est dit, qui a été posé sur est-ce que fondamentalement, baser le recrutement sur les soft skills, est-ce que ça défavorise pas les profils qui arrivent sur le marché et qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience de vie en général? Et en fait, ça, je trouvais la question intéressante parce que en fait, justement, pour moi, les soft skills, il y a beaucoup de choses qui s'acquièrent avec l'expérience. Et ça, j'ai trouvé que c'était une question hyper juste parce que je trouve qu'on minimise l'expérience. Aujourd'hui, je constate qu'on est un peu quand même dans une culture du jeunisme. En plus, je veux dire, c'est quand même le marché de l'emploi n'est pas tendre avec les seniors. Aujourd'hui, j'entends qu'à 45 ans, on est déjà senior. Je veux dire, moi, j'en ai 41, je me dis, oui, il me reste plus que 4 ans. Pourtant, j'ai l'impression d'être juste au début de ma carrière. Et donc, c'est vrai qu'en plus, quand on cherche aujourd'hui des compétences sur le digital, le market, les réseaux sociaux, la tech, tout de suite, on imagine les jeunes. Et en fait, je trouve qu'on oublie
l'expérience de vie qui permet aussi de développer ces soft skills. Une soft skills, pour moi, elle évolue avec la vie. J'aurais pu évaluer des soft skills à moi en commençant en tant que jeune diplômée, et je pense qu'aujourd'hui, 18 ans après d'activité professionnelle, elles ont maturé, elles ont évolué, elles ont changé. Ma capacité à travailler en équipe n'est plus du tout la même avec toute l'expérience de vie que j'ai depuis 18 ans. Et ça, justement, je trouve qu'on le valorise trop peu. Et donc, moi, j'y vois pas justement un sujet qui va, enfin, je pense pas que ça va défavoriser, mais au contraire, je pense que ça va justement rééquilibrer peut-être et remettre le sujet de l'expérience de vie qui apporte, enfin, on apprend de la vie. C'est ça l'expérience. Ce qui est agaçant aujourd'hui dans l'intergénérationnel et la transmission, c'est que parfois les aînés veulent expliquer aux plus jeunes, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ce qui est agaçant, c'est le j'ai toujours fait ainsi, donc je peux t'expliquer, ma petite, je sais mieux, il faut faire comme ça. Mais ça, c'est agaçant parce que c'est pas vrai. On peut aussi, plus jeune, avoir des idées différentes, des points de vue différents à apporter. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que les aînés ont à partager leur expérience de vie parce que c'est la différence entre la connaissance et l'expérience. La connaissance, c'est super, mais quelle connaissance je vais utiliser dans quel environnement? Comment là, je vais me comporter? C'est l'intelligence humaine, situationnelle, relationnelle. Tout ça, moi, je pense, ça se développe avec l'expérience de vie professionnelle. Et donc, voilà. Donc, je voulais juste répondre à cette question-là parce que dans le sujet des soft skills aussi, elles évoluent. On les fait grandir avec l'expérience de vie. Enfin, je ne sais pas, Maxime, quel est ton avis sur le sujet, mais voilà, ça ne reste qu'une photo à un instant T. Et je pense que ça évolue énormément, en fait. Je suis d'accord avec toi. Moi, il y a 10 ans, j'avais une capacité d'écoute qui était nettement moins bonne que celle d'aujourd'hui. Donc, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, même après 45 ans. Bon, bien, bon, puis on est quand même encore jeunes. Et du coup, là, il nous reste encore quelques minutes. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas. On se pensait aussi, voilà, et si on se projette un peu aussi dans le futur, puis toi, tu as plein de projets quand même avec Maki, avec des nouvelles technologies comme la blockchain. On entend beaucoup de choses aussi sur le métavers, en fait. Est-ce que le métavers, on y voit des usages positifs, notamment dans l'identification des soft skills? Voilà, c'est quoi ton point de vue sur le sujet? Bon, alors déjà, j'y vais avec des pincettes parce que tout ce qui est prospectif, ce serait fort peu recommandable de dire que ça va forcément arriver. Mais si on regarde un petit peu ce qui pourrait arriver dans 5, 10, 15 ans, pas forcément dans 50 ans, c'est que, alors déjà, on voit que la notion de compétence, elle s'ouvre vraiment. Différence hard, soft skills qu'on connaissait il y a 20 ans, elle change beaucoup. Aujourd'hui, par exemple, on parle de power skills qui vont être des compétences qu'on a vu apparaître comme fondamentales dans l'entreprise d'aujourd'hui, notamment dans une entreprise hybride et remote avec des collaborateurs un peu aux quatre coins du monde. Donc, on voit des notions comme power skills apparaître, on voit des notions comme mad skills qui vont en fait simplement être les hobbies d'une personne parce qu'en fait, on commence à comprendre que si quelqu'un va faire beaucoup de peinture, il va pouvoir peut-être être extrêmement créatif. On va comprendre que quelqu'un qui est extrêmement bon aux échecs va être quelqu'un qui va avoir une logique spatiale et potentiellement numérique qui va être supérieure à la moyenne. Donc, cette notion déjà de skills commence à vraiment être dépassée avec d'autres termes et je pense que c'est une très bonne chose. Si on prend un deuxième exemple, il y a une notion, nous, on en parlait la semaine dernière, Mathilde, qui est la notion de skills wallet de compétences. Nous, en fait, ce qu'on crée chez Maki, je vous donne un exemple, c'est on veut permettre à chaque candidat d'avoir un passeport avec ses compétences certifiées par Maki. On veut pouvoir dire, Mathilde, tu es quelqu'un qui sait collaborer en équipe. Tu es quelqu'un qui s'est adapté à des situations de crise. Tu sais parler couramment anglais. Tu sais coder en langage informatique Python et tu t'y connais en cybersécurité. Si jamais on a ces informations-là dans un wallet de compétences que le candidat peut partager quand il le souhaite, on a une mine d'or d'informations qui va nettement changer la façon dont on recrute sur Terre. Pourquoi? Parce que déjà aujourd'hui, si jamais je veux postuler, je dois envoyer un CV. Les jeunes n'en ont plus et on sait que le CV est scientifiquement extrêmement peu
fiable, mais je vais devoir peut-être passer 5 entretiens dans les 7 entreprises différentes où je veux postuler. C'est-à-dire que je vais passer peut-être 25 entretiens où à chaque fois, on va me dire, bon, est-ce que vous parlez anglais? Est-ce que vous vous y connaissez là-dedans? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Ce qui est quand même une aberration et une perte de temps, surtout quand on est en poste et on cherche un nouvel emploi. La possibilité de pouvoir dire, au même titre que je sais que ton TOEIC c'est 800 et que ton GMAT c'est 700, bah là, on va pouvoir dire, j'ai vu dans ton passeport de compétences, ça fera gagner un temps dans les process de recrutement. On pourra inverser la tendance. Ce ne sera plus forcément les candidats qui postuleront aux entreprises. Ce seront les entreprises qui postuleront aux candidats. Et ça, je pense que ce sera génial parce que pour avoir une entreprise qui se dit, bah, tiens, tel candidat a exactement le bon mix de soft hard, c'est intéressant pour moi. Je lui écris, votre profil match parfaitement avec ce qu'on recherche. On aimerait bien vous rencontrer demain pour un déjeuner de culture fit avec l'équipe et que vous commenciez dans les plus brefs délais. Donc, on va pouvoir inverser cette tendance, ce qui va améliorer nettement l'expérience candidat. Et en fait, nous, notre ambition là-dessus, c'est tout simplement, comme je disais, de répliquer dans le monde digital. Si vous voulez passer votre GMAT aujourd'hui, vous prenez rendez-vous dans un centre GMAT Rivoli. On s'assure que vous ne trichez pas parce qu'il y a quelqu'un qui vous surveille. Les questions sont différentes par rapport à votre voisin parce que le système est intelligent. En plus, est gardé pendant 20 ans. Eh bien, c'est exactement ça qu'on veut faire sur toutes les compétences soft skills, hard skills mélangées. Je pense que ce passeport compétences deviendra quelque chose d'extrêmement utile aussi bien pour les recruteurs que les candidats. Et le dernier point, peut-être pour ouvrir sur le métaverse. Alors, le métaverse, il y a encore beaucoup de questions sur ce qu'il va être. En revanche, on peut déjà y voir des choses intéressantes. Aujourd'hui, on est dans un environnement quand même hybride et remote où on a des entreprises qui recrutent des gens qui ne sont plus forcément dans leurs sièges sociaux. Ce qui fait que l'onboarding de nouveaux candidats, le démarrage de nouveaux candidats, s'avère extrêmement plus difficile qu'il y a 5 ans. Le métaverse, ça peut être une des solutions qui permet de s'assurer que vos collaborateurs recrutés à Marseille, à Nantes, à Tokyo ou à Bogota vont pouvoir avoir des expériences immersives d'onboarding de votre entreprise, de formation à certaines nouvelles compétences qui vont permettre en fait de rapprocher un peu les individus d'une manière virtuelle et qui pourraient aider que ce soit une plus grande sociabilité dans l'entreprise, beaucoup plus de thématiques sur la partie learning and development qui vont être de plus en plus clés. Et ces expériences-là, je pense qu'elles seront encore plus clés dans un monde où on le sait aujourd'hui, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais la partie upskilling, reskilling des grands groupes, aujourd'hui est quand même fondamentale. Moi, je discute avec des entreprises du CAC 40 qui nous disent j'ai des milliers de comptables ou j'ai des milliers, je sais pas moi, d'analystes, etc. Dans 5 ans, on n'en aura plus besoin. On le sait. Donc, on doit avoir aujourd'hui des outils qui nous permettent, d'une, de comprendre les compétences de ces personnes-là et deux, des modules de formation immersifs qui nous permettent de les garder dans l'entreprise, de les fidéliser et de leur apprendre des choses pour les faire grandir. Donc, en fait, on a plein de choses qui sont en train d'arriver. Et ce que je trouve génial, en fait, c'est qu'elles sont déjà présentes aujourd'hui. Donc, nous, c'est ce qu'on dit un peu nos clients tous les jours, c'est que le monde de demain, en fait, c'est déjà aujourd'hui, quoi. Et c'est pas forcément des choses dont on doit avoir peur, je pense. Alors, bien évidemment, quand on parle de sciences cognitives, quand on parle de IA, ça peut faire peur. Mais il y a déjà énormément de technologies aujourd'hui qui permettent de remplacer quand même et d'être beaucoup plus efficiente scientifiquement et beaucoup plus cool d'un point de vue expérience candidat. Le schéma classique, postuler sur un site, envoyer son CV, avoir des entretiens déstructurés et en fait passer à côté de la perle rare ou mal identifier les compétences de vos candidats. J'ai dit plein de choses un peu dans tous les sens, Mathilde. Je te laisse rebondir. Non, mais de toute façon, je vois Karine, mais non, de toute façon, je n'aurais pas dit mieux. Ce que je voulais peut-être rajouter, c'est moi, parfois, j'entends et je le parle avec mes équipes d'une peur. C'est-à-dire, on dit, mais le jour où on aura ces technologies qui permettront d'identifier toutes les compétences, en fait, quel est l'avenir des recruteurs? Est-ce qu'on aura toujours besoin de moi, en fait, pour recruter? Et en fait, pour moi, il n'y a pas qu'un sujet de compétences dans un recrutement. Il y a aussi un sujet de rencontre, de valeurs, de culture et d'appétence. On parle rarement aussi des appétences, c'est-à-dire que je peux être très bonne dans un domaine, pourtant, est-ce que c'est ce que j'aime faire au quotidien? Non. On n'est pas toujours, les appétences et compétences, ce n'est pas toujours les mêmes domaines. Ce qui est sûr, c'est que quand on a une appétence, mais même si on est mauvais, comme on prend plaisir à faire l'action, en général, c'est là qu'on va vite
s'améliorer. Mais moi, j'aime aussi beaucoup travailler sur les appétences. Qu'est-ce qui fait que ton quotidien, il t'a plu, indépendamment de est-ce que tu le fais bien ou pas. Et je pense que peut-être que justement, si on est aidé en tant que recruteur à avoir des outils qui nous permettent de mieux identifier plus vite, de façon pertinente les compétences, et ben on pourra passer plus de temps à travailler sur les appétences des gens et être un peu ces agents de rencontre entre des gens qui ont des appétences et qui cherchent un sens aussi à leur travail et des organisations qui ont justement aussi des missions à offrir. Et donc, pour moi, il n'y a aucune peur à avoir. Ça nous permet aussi, en tant que recruteur, de faire évoluer notre contribution et peut-être sur des choses qui donnent encore peut-être plus même de sens et de plaisir, oui, aux candidats dans leur recherche d'emploi. Donc voilà, moi j'ai plutôt, mais on me dit que je suis une éternelle optimiste. Moi je vois que les opportunités qui vont faire que ce qui est un peu agaçant au quotidien, ce qui nous fait perdre du temps, va pouvoir être effacé pour encore une fois redonner encore plus de valeur et à nos métiers de la RH qui, je pense, sont vraiment essentiels pour nos organisations. Et moi, si je peux, alors je partage ce que tu dis et si je peux compléter, en fait, une grande partie des ressources humaines et du recrutement a quand même, ces dernières années, a été tournée vers des choses extrêmement répétitives et qui ajoutaient assez peu de valeur. L'intérêt de la technologie, ça peut être de simplifier cette partie-là pour permettre de passer beaucoup plus de temps qualitatif avec l'humain. Et moi, je le vois, alors je suis nouveau dans la sphère RH, mais c'est quand même déjà les ressources humaines, et je pense que c'est une grande chance, c'est qu'elles commencent maintenant à être quand même considérées comme au premier plan de l'entreprise. Rien n'est plus important que les ressources humaines dans l'entreprise. Et les ressources humaines, pour moi en tout cas, c'est pas devoir trier des centaines de milliers de CV par an, mais c'est pouvoir se concentrer sur des candidats avec qui on va partager un chemin de vie et qui vont apporter avec toute la diversité que ça peut impliquer à l'entreprise et se construire professionnellement au sein de l'entreprise. Et je pense que la technologie, il faut l'avoir aussi sous cet aspect-là, qui est un aspect qui va en fait aider à avoir plus d'humains dans nos entreprises. C'est parfait comme mot de la fin, j'ai envie de dire, Maxime. Je vois qu'il est 15h48, donc je sais qu'il y a d'autres conférences après. Donc malheureusement, on ne va pas pouvoir trop vous retenir. On s'excuse par avance parce qu'on a été un petit peu en retard. On espère que voilà, les petits problèmes de connexion n'ont pas été trop embêtants. Normalement, on a répondu à toutes les questions que vous avez posées au fur et à mesure dans le fil. En fait, voilà, on s'en est assuré. Donc si vous avez une dernière question, c'est maintenant ou jamais. Et sinon, on espère que voilà, ces échanges et ce webinaire vous aura plu. Et puis, je pense qu'on reste aussi à votre disposition sur LinkedIn ou autre si vous souhaitez nous poser des questions. Si vous souhaitez surtout à Maxime en connaître davantage sur Maki et tout ce qu'il propose aujourd'hui. On vous remercie toutes et tous. Moi, ça fut un grand plaisir. Et Maxime, je te laisse le dernier mot de la fin. Maintenant, je voudrais te remercier toi, Mathilde, déjà, pour commencer. Merci d'avoir animé ça aujourd'hui, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et moi, je tiens une nouvelle fois à m'excuser pour ma connexion et à vous remercier d'avoir pris le temps de nous écouter. J'espère que c'était intéressant. Merci, au revoir. Au revoir.